Donc en fait, l'ambiance était vraiment, vraiment très sombre. Et je pense que personne ne voulait vivre dans ce pays. C'est-à-dire qu'on avait même des petites chansons qu'on inventait avec mes potes, dire la Russie, c'est de la merde, il faut se barrer de ce pays, etc., etc. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. C'était tellement vraiment les années d'anarchie, c'est que moi je savais dès le départ que je voulais quitter la Russie. Donc moi quand je voyais tout ça, et je pense réellement j'aurais pu très très mal finir, parce que si j'étais tombée dans tout ça, j'aurais pu vraiment vraiment très très mal finir ma vie. Mais quand je voyais tout ce qui se passe autour de moi, j'avais qu'une seule envie, c'est de me barrer. Et c'est là où ma mère a commencé à me parler en fait du fait de on va t'acheter un appartement, tu vas vivre ici, tu vas faire ça comme étude, etc., etc. Donc elle m'a tracé en fait ce trajet pour moi. Donc tu avais quoi là, 12 ans? Un peu plus un petit peu plus quand j'ai commencé à rentrer un peu dans l'adolescence. Je savais pertinemment que je voulais partir et c'est depuis tout jeune âge, j'ai commencé à apprendre les langues. Ça, c'était vraiment pour moi objectif numéro 1, surtout l'anglais. Donc, j'ai commencé l'anglais très, très jeune. Donc là, tu étais déjà en Russie? J'étais en Russie et j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et je demandais à mes parents, tous les ans, qui m'envoient chaque été en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et donc, heureusement, mes parents ont suivi mes demandes parce que, en fait, ce qui est très particulier, c'est que mon père a commencé à s'enrichir très, très vite. Mais ma mère, dans sa tête, elle est restée, en fait, dans la précarité, dans le mindset de pauvre. Et surtout, elle avait tellement peur que ça s'arrête un jour qu'elle a dit, à moi et ma sœur, elle a dit, non, mais OK, là, papa, il gagne de l'argent, mais il faut qu'on continue à vivre comme des pauvres parce qu'on ne sait pas. Peut-être un jour, ça va s'arrêter. Et donc, moi et ma sœur, on n'avait qu'une seule paire de chaussures par saison. On n'avait quasiment pas de vêtements. Et surtout, le pire de tout ça, c'est que ma mère, elle est passionnée par la couture. Donc, en fait, elle faisait les vêtements elle-même. Et donc, en fait, par exemple, pour mon manteau d'hiver, elle avait pris son manteau à elle, soviétique, qu'elle avait à l'époque. Elle avait raccourci elle-même. Elle a essayé un peu de bricoler. Et en fait, ça se voyait que c'était une pièce qui n'était pas achetée en fait, en magasin. Et moi, je devais porter ça. Et quand j'allais à l'école privée avec tous ces gosses de riches qui étaient tous habillés en Gucci et Prada... Ah oui. Forcément, tout le monde se moquait de moi sur ce sujet. Et même... j'ai commencé à détester l'hiver. Bon, déjà, j'aimais pas trop le froid, mais j'ai commencé à détester l'hiver parce qu'elle m'avait dit, quand ça descend en dessous de -10, du coup, tu mets ce manteau-là. Et du coup, forcément, quand je voyais la première neige tomber, je pleurais parce que je me disais, encore, on va se moquer de moi. Et j'avais même une astuce, c'est que je me levais plus tôt que ma mère et j'allais sur le balcon, là où on avait le thermomètre, je faisais bouillir l'eau. Et en fait, je mettais de l'eau chaude sous le thermomètre pour faire monter la température, pour que ça ne soit pas -10, pour ne pas mettre ce manteau. Mais voilà, donc je vivais quand même dans cette atmosphère où d'un côté, on avait de l'argent et de l'autre côté, je vivais comme une pauvre, mais dans une ambiance de l'école de riches. Donc ça, c'était c'est vraiment pas intéressant cool. Ce contraste. Ouais. Wow. C'était vraiment pas cool. Mais par contre, là où je dis vraiment un grand merci à mes parents, c'est qu'ils ont toujours été là pour me soutenir dans mes études ou vraiment dans mon développement intellectuel, si tu veux. Par exemple, ma mère, elle a tout fait pour que j'apprenne à lire à l'âge de 4 ans. Donc, à l'âge de 4 ans, je lisais déjà super rapidement. Elle m'a toujours payé un peu des cours supplémentaires, tu vois, pour que je sois vraiment toujours la meilleure élève de l'école. Et quand je leur ai dit que je voulais apprendre l'anglais, là, ils n'ont pas hésité. Et du coup, chaque été, je partais en Angleterre et j'apprenais l'anglais pendant 1 mois, pendant 2 mois. Et ça, c'était vraiment super. Et en fait, avec le seul but ultime en me disant, un jour, je vais partir de Russie, je vais aller vivre à l'étranger. Et qu'est-ce qui te... Alors, à part le froid et le fait que le prof de sport deal de l'héroïne, ce qui sont déjà des bonnes raisons, mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui te faisaient pas vouloir rester en Russie ?
C'est toute cette vie en vrai, parce que, encore une fois, je reviens encore sur ces années noires pour la Russie, mais comme on avait un président complètement alcoolique et complètement incompétent, Boris Yeltsin, qui ne pouvait même pas tenir debout. Ouais. Il y a eu plusieurs vidéos, là maintenant même, qui circulent sur YouTube de ces années où il tombait complètement de scène parce qu'il ne pouvait pas tenir debout. Il était donc complètement incompétent, donc il n'a pas su créer un État qui peut contrôler les choses. Et donc, ce qui a fait que tout était en ruine. Les villes étaient grises, moches. Donc, il n'y avait plus rien qui appartenait à l'État parce que tout est devenu privé et forcément, rien n'était entretenu. Les routes n'étaient pas entretenues. Donc, en fait, l'ambiance était vraiment, vraiment très sombre. Et je pense que personne ne voulait vivre dans ce pays. C'est-à-dire qu'on avait même des petites chansons qu'on inventait avec mes potes. Dire la Russie, c'est de la merde, il faut se barrer de ce pays, etc. etc. Donc, je pense que c'était un peu l'atmosphère générale, mais moi j'ai vu l'issue, donc c'est apprendre les langues et de partir à l'étranger au plus vite. Et la première opportunité que j'ai eue, c'est pendant mes études supérieure, parce que j'ai commencé quand même mes études supérieures en Russie, et là j'ai suivi quand même un peu le tracé au début. C'était j'ai intégré la meilleure institution en fait des études supérieures en Russie, donc c'est un peu polytechnique russe, on va dire, donc ça s'appelle MGU. Donc quand tu dis à quelqu'un t'as fait MGU, tout le monde est waouh, génial. C'est comme en France quand tu dis j'ai fait polytechnique, voilà, les gens ils sont quand même assez impressionnés. Donc j'ai intégré cette institution qui était super dure en fait. C'est parce que c'est hyper dur d'y rentrer. Il y a beaucoup de candidats et voilà, c'est très très compliqué, c'est très très sélectif. Donc j'ai réussi à rentrer et on avait, donc je pense qu'au bout de 3e année d'études, on avait un programme d'échange pour aller à Paris. Et là, j'étais toute excitée. Je me suis dit, waouh, c'est génial, je saute sur l'occasion. En plus, on nous a vendu ça comme la Sorbonne. Mais ce n'était pas du tout la Sorbonne. On est arrivé, c'était Nanterre, Paris 10. Donc ça, c'était vers pas Paris 10, oui, c'était en Nanterre. C'était vers la fin des années 90 ? C'était déjà, non, c'était 2005. 2005. Et entre deux, tu avais quand même été régulièrement, enfin tous les étés, en Grande-Bretagne pour parfaire ton anglais. Pour parfaire mon anglais. Donc tu parlais déjà bien anglais. Je parlais très très bien anglais, mais là, Tu parlais pas français. Je parlais pas français, mais quand j'ai vu qu'il y avait ce programme d'échange avec la France, je me suis dit, c'est mon moment, il faut que je saute sur l'occasion. Pareil, en fait, c'était super compliqué. En fait, ils ont sélectionné sur, je pense que 2500 personnes, ils ont sélectionné 8 personnes. Waouh, tu faisais partie des 8. Ouais, je faisais partie des 8. Et on est arrivé là-bas, on pensait arriver à la Sorbonne, mais c'était pas du tout la Sorbonne, donc c'était Nanterre. Donc on s'est retrouvés, on rêvait de Paris, la Tour Eiffel, on s'est retrouvés dans les immeubles de Nanterre. C'est moins sympa. Ouais, ça fait beaucoup moins rêver, avec plein de clochards autour et des gens qui voulaient nous racketter. Voilà. Et en fait, c'était un programme d'échange, mais c'était un programme d'échange qui était très mal organisé. Quand on est arrivé, personne ne nous attendait. Donc je pense que la communication s'est mal passée entre ma fac et la fac de Nanterre. Et on n'avait même pas d'hébergement, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont dit, écoutez, on ne vous attendait pas, mais il nous reste 4 chambres dans le foyer d'étudiants, et nous, on était 8. Donc pendant 3 mois, on était obligés de dormir 2 dans la même chambre, en sachant que le lit dans les chambres d'étudiants, ça fait une demi-personne. Ouais. Voilà, mais on a dormi à 2 dedans. Wow. Mais c'était vraiment une super expérience parce que c'était la première fois où je partais comme ça avec des potes à l'étranger, mais vraiment en mode freestyle total, parce que comme on s'est vite rendu compte que personne ne nous attendait, on n'allait plus en cours. Et c'était parti pour les boîtes de nuit tous les soirs, les balades dans Paris. Et en plus, c'était quelque chose parce qu'en fait, on était 8 filles et on était... Mais il n'y avait que 8 filles qui ont été sélectionnées. Il y avait un garçon. Et du coup, il était un peu à part. Donc, du coup, on était 7 filles. Et, lui, il dormait où, du coup ? Parce qu'il n'a pas pu partager de chambre. En fait, il dormait dans une des chambres. Et en fait, 2 autres filles, elles ont trouvé
2 mecs français qu'elles ont chopés. Et tout de suite, elles ont eu très, très vite un appartement gratuit à Paris parce qu'elles ont réussi à choper les mecs. Mais c'était vraiment quelque chose parce que nous, on arrivait en mode filles russes. Et les filles russes, début des années 2000, c'était normal de s'habiller avec des mini-jupes super courtes, avec des talons comme ça, avec des décolletés comme ça. Mais c'était quelque chose de complètement normal. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je sortais mes poubelles, j'avais des talons et une mini-jupe. Parce que tout le monde était habillé comme ça. J'ai jamais vu, avant d'arriver en France, une femme en basket ou en jean. Parce que c'était... Mais je pense qu'aussi parce qu'il y avait moins de mecs aussi que de femmes. Je me suis un peu renseignée sur le sujet. J'ai vu qu'il y avait, démographiquement, de ma génération, il y avait plus de filles que de mecs. Et donc, forcément, pour séduire, pour plaire, donc il fallait sortir du lot. Et donc, forcément, c'est toujours même la course. Même quand tu descends les poubelles, boum, voilà, sur la ton jupe 31, la plus courte. Tu sais pas si tu vas tomber sur l'homme de ta vie On sait jamais. dans la cage d'escalier.